Donald Trump est en train d'imploser. Pas politiquement, personnellement. Son mouvement est en train de se fissurer sous ses yeux. Et cette fois, la menace ne vient pas de ses adversaires. Elle vient de l'intérieur, de MAGA lui-même. C'est une spirale de panique en temps réel. À 1h30 du matin, devant Mar-a-Lago, un homme armé est abattu par le Secret Service. Immédiatement, la machine trumpiste cherche un coupable commode. La gauche, les médias, le Deep State. Mais la réalité est bien plus humiliante et infiniment plus dangereuse. L'homme était un partisan acharné de Trump. Sa famille est ultra-MAGA. Il était immergé dans l'écosystème complotiste que Trump alimente depuis des années. Ce qui l'a poussé là, l'obsession des dossiers Epstein, la conviction que quelque chose de monstrueux est protégé au sommet du pouvoir. Comprenez bien l'ampleur du cauchemar. La base radicalisée par Trump commence à se retourner contre lui. C'est grotesque. C'est catastrophique. C'est exactement ce qui arrive quand on nourrit des années de rage, de soupçons et de magical thinking. Trump répète depuis des années que la violence vient de la gauche. Il construit une narration de persécution permanente. Il chauffe sa base à blanc. Il transforme la politique en croisade paranoïaque. Et maintenant, cette énergie devient instable, imprévisible, autodestructrice. Ce n'est pas un incident isolé. Les précédents profils, les familles ultra-MAGA, les cercles complotistes, le schéma est en train d'apparaître avec une clarté brutale. Le mouvement qu'il a créé est en train de se retourner contre son créateur. Et pendant que cette implosion commence, son administration détourne l'attention, ment, accuse les autres, comme toujours. Mais cette fois, ça ne colle plus. Ce n'est pas une controverse passagère, c'est le début d'un effondrement. Maintenant, regardons le mensonge central. Depuis des années, Trump et son appareil MAGA martèlent la même ligne. Toute violence politique viendrait de la gauche. Toujours, sans exception. C'est devenu un réflexe pavlovien. Quelque chose explose? La gauche. Quelqu'un passe à l'acte? La gauche. Un climat toxique? La gauche. C'est du gaslighting permanent. Mais cette fois, les faits sont en train de pulvériser cette narration. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, se présente sur les plateaux télé dès le lendemain matin. Il parle de venin venant de l'autre côté. Il suggère que la rhétorique progressiste normalise la violence. Il sous-entend que ce climat aurait armé le suspect. Sauf que ce suspect était profondément MAGA. La famille le dit, son entourage le dit, son historique numérique le montre. Il était immergé dans la galaxie trumpiste. Il ne citait pas des élus démocrates. Il ne relayait pas MSNBC. Il s'alimentait dans les mêmes théories complotistes que celles amplifiées par l'écosystème Trump. Alors, que fait l'administration? Elle tente immédiatement de brouiller les pistes. Le directeur du FBI, Kash Patel, publie un communiqué froid, bureaucratique, promettant que toutes les ressources nécessaires sont mobilisées pour enquêter sur l'incident à Mar-a-Lago. Il parle d'un individu ayant pénétré illégalement le périmètre. Formulation neutre, technique, déconnectée. Mais ce qui se passe ensuite est encore plus révélateur. Le même Kash Patel prend un jet privé estimé à 70 millions de dollars, payé par les contribuables, pour se rendre à Milan afin d'assister à la finale olympique de hockey. Pendant que l'Amérique débat d'une tentative armée devant la résidence de l'ancien président. Pendant que la base MAGA s'agite. Pendant que les appels à la transparence sur les dossiers Epstein explosent. Et il ne fait pas qu'assister au match. Il descend dans le vestiaire, il célèbre, il porte la médaille, il boit avec l'équipe, il transforme une victoire nationale en spectacle personnel. Ce contraste est brutal. D'un côté, un pays en tension, une base radicalisée, des soupçons d'omerta autour des dossiers Epstein. De l'autre, le directeur du FBI en train de fêter comme s'il avait lui-même remporté l'or. Et pendant toute la journée, ses porte-paroles affirment qu'il n'est pas là pour se divertir. Ils attaquent les journalistes qui osent suggérer le contraire. Ils parlent de désinformation médiatique. Puis les vidéos sortent. La réalité pulvérise le narratif officiel. C'est exactement le modèle Trump. Nier d'abord, attaquer ensuite, être contredit par les faits plus tard. Et pendant ce temps, Trump publie frénétiquement sur les réseaux sociaux qu'il est en train de gagner. Beaucoup de victoires, trop de victoires,
Toujours plus de victoires. Ce ton triomphaliste sonne creux face aux indicateurs économiques. Croissance anémique, inflation en hausse, projections inquiétantes. La dissonance est spectaculaire. Le pays ressent l'instabilité, lui proclame une prospérité imaginaire. C'est du magical thinking politique. Et voici le détail le plus révélateur. Même certains commentateurs conservateurs commencent à reconnaître que la gestion des dossiers Epstein est un désastre. Ils admettent que la transparence promise n'a pas eu lieu. Ils reconnaissent que cela crée des fractures inutiles au sein de la base. Quand vos propres alliés commencent à dire que la situation est mal gérée, ce n'est plus une simple attaque partisane, c'est une fissure interne. Donc, récapitulons les receipts. Un suspect ultra-MAGA. Une administration qui accuse la gauche sans preuve. Un directeur du FBI en célébration ostentatoire pendant une crise politique. Une communication qui se contredit en quelques heures. Un président qui proclame des victoires pendant que les indicateurs se détériorent. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas de la maîtrise. C'est une structure narrative qui s'effondre sous le poids des faits. Et plus il tente de détourner l'attention, plus le contraste devient visible. La question maintenant n'est plus de savoir s'il y a une crise. La question est, jusqu'où cette crise va-t-elle s'étendre? Maintenant, entrons dans les détails, parce que c'est là que cette histoire devient encore plus dérangeante. Regardons la chronologie. Dimanche, 1h30 du matin, un homme armé est abattu par le Secret Service après avoir pénétré le périmètre autour de Mar-a-Lago. Ce n'est pas un simple passant, ce n'est pas un touriste perdu. C'est quelqu'un qui arrive avec une arme, de nuit, à proximité directe d'une propriété associée à Donald Trump. Et quelques jours auparavant, il envoie des messages à un proche. Dans ces messages, il parle des dossiers Epstein. Il parle d'un mal réel et indéniable. Il parle d'utiliser l'influence qu'il a pour sensibiliser d'autres personnes à ce qu'il croit être dissimulé. Pause. Nous sommes en train de lire le profil typique d'une radicalisation numérique. Un individu immergé dans un écosystème d'algorithmes, de forums, de chaînes Telegram, de podcasts complotistes. Une spirale où chaque contenu renforce l'idée qu'un réseau occulte protège quelque chose d'innommable. Et maintenant, regardez ce qui se passe simultanément. Le FBI publie une déclaration standardisée. Il parle d'un incident. Il insiste sur la collaboration avec le Secret Service. Aucun mot sur le contexte idéologique. Aucun mot sur la radicalisation. Aucun mot sur la dynamique interne du mouvement MAGA. C'est une neutralité bureaucratique presque clinique. Mais passons à un autre élément. Pendant que cette affaire secoue la base trumpiste, les questions autour des dossiers Epstein reprennent de la vigueur. Les appels à la transparence explosent sur les réseaux sociaux conservateurs. Les influenceurs pro-Trump demandent pourquoi la promesse de révélation totale n'a pas été tenue. C'est là que l'histoire devient explosive. Regardons le cas du Zorro Ranch au Nouveau-Mexique, propriété associée à Epstein. Des anciens employés affirment qu'un incinérateur aurait été utilisé pour détruire des preuves. Une structure suspecte construite à proximité d'une grange. Des signalements antérieurs au FBI. Maintenant, avançons dans le temps. Cette propriété est rachetée par Don Huffines, politicien conservateur proche de Trump, qui a effectué un voyage à Moscou en 2018. Et au moment précis où l'État du Nouveau-Mexique annonce la création d'une commission de vérité pour enquêter sur ce qui s'est passé sur ce ranch, le site est annoncé comme future retraite chrétienne pour enfants. Arrêtons-nous un instant. Un lieu associé à l'un des scandales de trafic sexuel les plus monstrueux de l'histoire moderne est transformé en centre pour enfants, sous l'égide d'un allié politique de Trump. Vous ne pouvez pas inventer cela. Pendant ce temps, l'administration Trump continue de minimiser les demandes de divulgation des dossiers Epstein. Les communications deviennent vagues. Les promesses de transparence s'évaporent dans des formulations bureaucratiques. Et voici le point clé. La base MAGA, qui a été nourrie pendant des années avec la promesse de révéler le marais, commence à sentir une contradiction. On leur a promis des révélations spectaculaires. On leur a promis que les élites corrompues seraient exposées. On leur a promis que tout serait mis sur la table. Mais quand les dossiers Epstein deviennent centraux, la machine ralentit. Cette tension interne est en train de produire des fissures. Revenons à Kash Patel, directeur du FBI, enquête en cours. Tension politique élevée, soupçon d'omerta. Et que fait-il? Il célèbre en Italie, dans un vestiaire olympique, portant une médaille qui n'est pas la sienne, buvant sous les caméras. Symboliquement, c'est désastreux.
Pendant que la base s'enflamme sur Epstein, pendant qu'un partisan armé meurt devant Mar-a-Lago, le chef du FBI apparaît détaché, festif, presque provocateur. C'est un contraste qui alimente la méfiance. Ajoutez à cela la communication agressive de ses porte-paroles, accusant les médias de mensonges avant que les vidéos ne prouvent le contraire. C'est le modèle classique, nier, attaquer, puis se retrouver exposé. Maintenant, regardons les indicateurs économiques. Croissance autour de 1,4 %. Inflation des dépenses de consommation personnelle avoisinant 3 %. Nouvelle projection anémique. Menace tarifaire élargie. Invocation contestée de la section 122 du Trade Act de 1974. Ce n'est pas une économie en victoire permanente. Et pourtant, Trump publie qu'il gagne trop, que l'Amérique gagne sans arrêt. Une avalanche de déclarations triomphalistes. Ce décalage entre la réalité mesurable et la narration proclamée crée une dissonance cognitive au sein même de sa base. Quand l'économie ralentit, quand la transparence promise disparaît, quand les symboles deviennent maladroits, quand la violence surgit de l'intérieur. Ce n'est plus une simple polémique médiatique, c'est une convergence. Une convergence entre radicalisation, promesses non tenues, communication contradictoire et mise en scène maladroite du pouvoir. Et dans toute convergence de ce type, la pression ne diminue pas, elle s'accumule. La question n'est plus seulement politique, elle devient structurelle. Combien de temps un mouvement peut-il survivre lorsque ses propres récits commencent à se fissurer sous le poids de leurs contradictions? Maintenant, élargissons le cadre, parce que ce que nous voyons ici n'est pas un accident isolé, c'est un symptôme. Un symptôme d'un système politique construit sur la rage, l'ego et l'illusion permanente. Regardez le comportement public de Trump ces dernières semaines. Les discours deviennent plus erratiques, les déclarations sont plus décousues. Il passe d'un sujet à l'autre, ranting and raving, comme si chaque micro était un exutoire personnel. Il parle de victoires historiques pendant que les indicateurs économiques stagnent. Il menace des guerres commerciales simultanées avec plusieurs partenaires internationaux. Il proclame des triomphes imaginaires pendant que la réalité macroéconomique raconte une autre histoire. C'est du magical thinking institutionnalisé. Et ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous les casinos Trump. Faillite. Rappelez-vous Trump Steaks, échec ridicule. Trump University, fermeture sous scandale. Chaque fois, la même séquence. Hyperbole, autopromotion, promesses grandioses, puis effondrement. La différence aujourd'hui, c'est que l'objet n'est plus un steak ou un casino, c'est la démocratie. Regardez aussi l'équipe qui l'entoure. Le secrétaire à la Défense publiant des vidéos d'entraînement comme s'il était un influenceur fitness. Le secrétaire à la Santé faisant des mises en scène de plongées glacées en jean avec des célébrités. Le directeur du FBI transformant une victoire olympique en séance photo personnelle. Ce n'est pas de la gouvernance, c'est un cirque. Pendant ce temps, le pays est en tension budgétaire. Les discussions sur la fermeture partielle du gouvernement reviennent. Les subventions de santé sont fragilisées. Les familles vivent de chèque en chèque. Les loyers explosent. Les taux hypothécaires rendent l'accession à la propriété inaccessible pour des millions. Et que voit-on au sommet? Des démonstrations d'ego. Ajoutez à cela les sondages internes montrant une fatigue croissante chez les indépendants. Des électeurs républicains modérés commencent à exprimer leur malaise face au chaos permanent. Les élections spéciales récentes montrent des marges plus serrées que prévues. Des districts autrefois sûrs deviennent compétitifs. Ce ne sont pas des vagues bleues spectaculaires, mais ce sont des fissures. Et dans un système politique polarisé, les fissures comptent. Revenons à la base MAGA. Elle a été nourrie avec une promesse constante. Nous sommes les seuls à dire la vérité. Nous allons exposer les élites. Nous allons briser la cabale. Nous allons révéler tout ce qui est caché. Mais lorsque l'affaire Epstein revient au centre de l'attention, la transparence promise devient floue. Les explications deviennent techniques. Les réponses deviennent dilatoires. Pour une base construite sur l'antisystème, cela crée une tension explosive. Si vous promettez de détruire le marais, mais que les dossiers les plus symboliques restent opaques, vous créez un vide narratif. Et dans ce vide, les théories prospèrent. La suspicion s'intensifie. La radicalisation s'accélère. C'est ce que nous voyons avec cet homme devant Mar-a-Lago. Un produit d'un écosystème de suspicion permanente. Ce n'est pas la gauche qui a créé cet écosystème, c'est le mouvement lui-même. Et plus Trump continue de nier,
d'accuser les autres, de se présenter comme victime d'un complot permanent, plus il renforce le mécanisme qui peut se retourner contre lui. C'est une dynamique autodestructrice. Sur le plan international, les alliés observent, les marchés observent, les investisseurs observent. L'instabilité politique chronique n'est pas neutre. Elle affecte la perception du risque. Elle influence les flux de capitaux. Elle modifie les anticipations économiques. Donc, quand Trump proclame que l'Amérique gagne trop, pendant que les indicateurs montrent une croissance molle et une inflation persistante, cela sonne comme une fuite en avant. Un leader sûr de lui n'a pas besoin de répéter qu'il gagne. Un leader qui répète qu'il gagne est souvent en train de compenser. Ce que nous voyons ici, la radicalisation interne, les contradictions sur Epstein, la mise en scène maladroite des responsables, la dissonance économique, ce n'est pas un simple cycle médiatique. C'est un signal que le système construit autour de Trump est sous pression simultanée sur plusieurs fronts, narratif, institutionnel, économique, symbolique. Et quand la pression vient de l'extérieur, on peut blâmer un adversaire. Quand la pression vient de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est un modèle. Et les modèles, quand ils se répètent, finissent par produire des ruptures. Voilà la ligne de fracture. D'un côté, les faits. De l'autre, la fiction. D'un côté, une base radicalisée par des années de rage et de soupçons. De l'autre, un leadership qui nie, détourne et performe. Ce qui s'est passé devant Mar-a-Lago n'est pas un simple incident sécuritaire, c'est un miroir. Un miroir brutal tendu vers un mouvement qui a passé des années à nourrir la colère, à promettre des révélations explosives, à désigner des ennemis imaginaires et qui se retrouve maintenant confronté aux conséquences de cette mécanique. On ne peut pas bâtir une politique sur le complot permanent et s'étonner que certains y croient trop fort. On ne peut pas promettre la transparence totale et reculer quand les dossiers deviennent inconfortables. On ne peut pas crier victoire pendant que la réalité économique s'essouffle. C'est cela, la différence entre la vérité et la propagande. Et c'est précisément pour cela que ce moment compte. Parce que la démocratie ne survit pas à l'illusion permanente. Elle survit à la responsabilité, à la transparence, à la confrontation honnête des faits. Si vous voulez que ce type d'analyse continue, soutenez les médias indépendants. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Faisons grandir cette communauté. La transparence ne vient pas du sommet, elle vient de la pression citoyenne.